Joël Dicker, bonjour. Bonjour. Vous ne cessez pas de faire événement. Votre livre, La vérité sur la Ferrari Kéber, continue sa tournée triomphale. On est à combien d'exemplaires? 600 000 à peu près. 600 000, ouais. À peu près, oui. Vous représentez 600 000 lecteurs? Non, j'ai beaucoup de peine. C'est un chiffre qui est très impressionnant. Et même pour la Suisse, où il y a à peu près 80 000 exemplaires placés, c'est-à-dire on peut imaginer à peu près 70 000 vendus, j'ai de la peine à imaginer, ça fait un chiffre complètement fou. Et je me demande, mais ça fait combien de personnes? C'est un chiffre. Ouais. Ça fait 70 000 personnes qui ont acheté le livre. Mais je me dis, au fond, ça fait combien de personnes qui l'ont lu, qui l'ont... À Noël, cadeau de Noël, évidemment. Beaucoup de gens l'ont reçu en cadeau de Noël, cadeau de Nouvel An. Alors, est-ce qu'on lit toujours c'est pas sûr, hein, il y a ce mot terrible qui dit que les journaux sont illisibles et la littérature n'est pas lue. Ouais. Tout le monde n'arrive pas, évidemment, à la fin. Je ne sais pas, parce que moi j'ai de retour que des gens qui m'ont lu. C'est pour ça qu'il y a un rapport au livre qui, au fond, est presque faussé, je dirais, parce que sur les 600 000 ou même les 10 000 que vous vendez, la part de retour, la part de ceux qui ont lu est au fond très, très faible. Et donc il y a ce rapport qui, au fond, c'est un chiffre qui est un gros chiffre, mais qui a une résonance assez limitée, parce qu'on n'arrive pas à mettre un visage exactement sur qui sont ceux qui l'ont lu jusqu'au bout, aimé ou pas aimé. On va parler de ça, on va parler de vous, de votre parcours, de ce phénomène, mais un mot encore sur ce phénomène purement, disons, de librairie. Vous avez sauvé des petites librairies, hein. C'est un phénomène quand même extraordinaire. Il y a beaucoup de petites librairies, c'est terre à terre, mais qui, dans le bilan de fin d'année 2012, ont été sauvées grâce à Dicker. Je l'apprends de votre bouche et je suis très, très heureux, très fier, très, très content. Et puis ça, je pense que c'est un bon signal pour aussi de se dire, voilà, peut-être que les livres ne sont pas morts. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire avec ça. Vous avez donné des milliers d'interviews, vous ne boudez pas le plaisir, hein. Vous dites, j'aime faire plaisir aux lecteurs, j'aime que ça marche. Vous n'avez pas honte de ça, en tout cas. Non, pas du tout, parce que peut-être ça ne se reproduira plus. Et c'est ça que je me dis souvent. Vous dites ça vraiment? Souvent, c'est peut-être un fusil à un coup? Oui, parce que c'est pas une science. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres livres, parce que j'ai pas d'autres livres sous la main. Donc, est-ce que je serai complètement coincé? Est-ce que je n'arriverai jamais à écrire un autre livre? Ça, je ne sais pas. J'espère que pas, mais je n'en sais rien. Pas de livre sous la main, ça veut dire que vous en avez en tête, j'imagine. En tête, oui. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas un livre que je peux maintenant dire, le prochain livre est là. Ça veut dire qu'il faut que je l'écrive. Ça veut dire que la probabilité que ce prochain livre marche aussi bien est inexistante. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si ça ne marche pas, j'aimerais pouvoir me dire, au moins j'ai eu un tel plaisir avec le précédent que j'ai tout fait pour le vivre bien. Je vous entendais dire, je prends des notes mentales. Hein. Ça veut dire que même là, en parlant, peut-être que vous pensez un peu à autre chose, vous vous ennuyez un petit peu, là, vous dites... Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, dans les trains, dans vos déplacements... Oui, je prends des notes mentales, surtout parce que j'ai un désordre considérable quand je prends des notes à la main, et je les perds. Mais il y a une chose qui se passe, quand j'écris quelque chose, j'ai tendance à oublier ce à quoi je pensais, parce que je l'ai écrit. Je me dis, c'est là, c'est quelque part sur une feuille. Mais toute la difficulté de retrouver cette feuille, après, dans le monceau de désordre que j'ai. Et au fond, les notes mentales sont pour moi la sécurité de ne pas oublier ce à quoi je pensais. Le succès, c'est comment? C'est irréalisable, je pense. J'ai l'impression que le succès, au fond, je me rendrai compte que quand il n'y en aura plus. C'est quelque chose de très fort, et puis en même temps, c'est quelque chose de très présent. Et j'ai l'impression que c'est l'absence qui va me permettre de me dire, le succès, c'était bien. Je vous voyais arriver dans ce studio, celle qui veut être en photo avec vous, celle qui veut un autographe. C'est ça le succès, hein. Et ça attire évidemment. Il y a une fascination. La part de hasard, la part de travail, elle est où? La part de hasard est très grande. La part de hasard est très grande parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits chaque année. Il y a, au mois de septembre, quand mon livre est paru, il y avait 650 romans qui paraissaient en même temps. Donc la part de hasard est très grande parce que qu'est-ce qui fait qu'on parle de mon livre et pas d'un autre? Le livre, évidemment, mais en même temps aussi parce que vous en parlez, aussi parce que je suis là aujourd'hui. À quel moment dans votre parcours vous dites, voilà, heureusement que j'ai fait ça, parce que, ou pas fait, et puis ça m'a mené là? J'ai envie de dire, heureusement que je n'ai pas fait le barreau à Genève. Il y a vraiment eu ce moment en 2010, quand j'ai eu mon master en droit. C'était un peu le moment où je me retrouvais face à moi-même, parce que j'avais jusque-là l'université qui était pour moi le garant de progresser, parce que chaque année, au fond, était une année que j'avais réussi. Et donc, peu importe ce que je faisais à côté, j'avais une espèce de progression, en tout cas, dans l'image que je donnais. Et là, tout d'un coup, quand je finis le master, je suis un peu seul je suis seul face à moi. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le barreau? Est-ce que je me lance dans une aventure plus sécurisante que l'écriture d'un livre qui est au fond quelque chose de tellement incertain? On a l'impression que vous savez très bien ce que vous vouliez, parce que d'abord il faut dire succès pas immédiat, ça va rassurer ceux qui ont très de succès. Vous avez trimé, vous avez eu des échecs avant, il faut le rappeler. Hein. Oui, c'est-à-dire ça c'est mon 6e roman.
Et ça va faire à peu près 8 ans que j'écris tous les jours, plusieurs heures par jour, que je me consacre presque à ça. Et mes études de droit ont été un alibi, j'y ai consacré assez peu de temps. L'écriture était là. Et donc, Ça veut dire, chaque jour que Dieu fait, vous vous mettez à votre table, comment ça marche? Oui, je me mets à ma table et j'écris. À quelle heure? Et j'ai une idée le plus tôt possible. Le but est de commencer le plus tôt possible et de finir le plus tard possible. Après, il y a les éléments de la vie qui font des cours, des amis, des choses qui font que vous ne pouvez pas faire que ça. En musique? En musique, toujours. Donc, je me crée une bulle, je me mets à ma table, j'ai de la musique dans les oreilles pour vraiment être complètement seul à seul avec moi. Aujourd'hui, vous avez écouté quoi? Aujourd'hui, j'ai écouté Kings of Leon. Très bon groupe. Et combien de lignes? Je compte pas vraiment en ligne parce qu'il y a des jours où ça marche pas. Mais où je me force, je me dis, tu restes là, tu fais ça. J'ai l'impression que je dois me forcer à être là et que même si je n'écris rien, je dois être présent. Parfois, ça marche très bien et j'écris et parfois, j'écris rien. C'est très aléatoire. Vous lisez les critiques, évidemment, hein, celles qui disent que vous êtes un produit, que vous êtes trop beau, trop commercial, trop à la mode, etc. Qu'est-ce qui vous blesse, sincèrement? Ça blesse forcément parfois. Écoutez, Qu'est-ce qui peut vous blesser? De moins en moins. De moins en moins. Il y a eu un apprentissage. J'ai dû faire un apprentissage de la vie qui s'est fait en quelques mois. Parce que du jour au lendemain, tout d'un coup, le livre a marché très très fort. Il y a eu des prix, il y a eu des critiques, bonnes, très mauvaises, très bonnes. Et donc, il faut être capable, j'ai dû être capable assez vite d'assumer ce rôle. Des invitations sur des plateaux de télé aussi, où c'est une seule chance. On ne peut pas être mauvais. C'est-à-dire il faut jouer le rôle jusqu'au bout. La jalousie, vous la sentez? Un peu parfois. Dans les critiques, mais il y a des critiques qui sont bonnes. Des mauvaises critiques peuvent être très bonnes, c'est-à-dire ça peut être des éléments qui sont importants pour moi, parce que ma grande chance, heureusement, c'est que ce livre a des grands défauts. Tant mieux, parce que j'ai 27 ans, j'espère faire d'autres livres, et ça veut dire que je peux faire toujours mieux. Et c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est votre côté, un peu démago. Vous êtes très fort pour... Même, oui, avouer ses défauts, c'est le sommet de la démagogie, c'est parfait. Vous êtes... Non, mais c'est vrai, parce que c'est rassurant. Est-ce que vous avez un côté commercial, mais dans le bon sens du terme? C'est-à-dire que vous êtes un bon vendeur, c'est pas une honte du tout, hein. Le produit peut être très bon et en plus être un bon vendeur. On a l'impression que votre amour des États-Unis, votre façon de voir la vie, bien vendre, c'est pas mauvais. Alors, c'est pas en lien avec les États-Unis, mais bien vendre, c'est important. Mais j'ai envie de dire, bien vendre, je sais pas si c'est le mot, j'ai envie de dire être pro. C'est-à-dire que quand je viens ici sur le plateau de télé, je peux pas commencer à faire la tronche, à vous dire, j'ai pas envie d'être là, etc. J'ai une fenêtre qui est une opportunité immense, qui est d'être là avec vous. Beaucoup de gens vont être là avec moi, et c'est une opportunité pour moi aussi de parler de ce que je fais. Vous faites pas l'écrivain maudit? Non. Vous n'êtes pas tellement bohème, hein. Il y a dans votre parcours des moments assez intéressants, je crois, quand vous êtes à Paris. Oui. Le côté bohème, boire des verres tard la nuit, c'était pas tellement vous. C'était pas tellement moi, et surtout à Paris, donc j'ai fait du théâtre pendant à peu près une année à Paris, et j'ai compris que j'avais pas le feu sacré. Et ça a été pour moi un élément très important, parce que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais fais quelque chose en lequel tu as envie de tout donner, dans lequel tu as envie de tout donner. Et le théâtre, c'était pas ça. Le théâtre, j'avais pas une ambition folle. Après, j'ai fait du droit, et le droit, c'était pas ça. J'avais l'impression toujours que j'avais des gens autour de moi qui, eux, avaient envie de bouffer du lion, comme on dit. Et c'est dans les livres où j'ai vraiment trouvé cette envie de faire toujours plus, et de me dire, mais il faut creuser, il faut essayer, va toujours plus loin, essaye d'aller toujours un peu plus loin. Ça veut dire savoir dire non, c'est important. Vous avez dit non à pas mal de choses, à vrai dire. Oui, ça veut dire faire des choix, au fond. Je ne sais pas si c'est dire non, mais c'est faire des choix. Ça veut dire que quand je commence l'aventure de la Constituante en juin 2010, au lieu de faire le barreau, je fais le choix d'un travail qui n'est pas celui d'avocat, je fais le choix de prendre un chemin qui n'est pas très sûr, parce que c'est un mandat de 2 ans et après tout s'arrête, mais je fais le choix de travailler à mi-temps et de pouvoir écrire un livre. Et il faut assumer, je crois que le plus important, c'était d'assumer ces choix, c'était de me dire, écris ton livre, et même si par hasard ce livre est un 6e échec, parce que pour la 6e fois de suite, tous les éditeurs te disent non merci, tu sois quand même heureux et que tu assumes ce que tu as fait. Les hasards, il y a celui par exemple de votre premier éditeur, enfin celui qui a vraiment cru en vous, le premier, Dimitrievitch, qui se tue en voiture en train de ramener des livres en Bourgogne, je crois, en Paris, tout cas entre la Bourgogne entre et Paris et Genève. Ça c'est incroyable, hein. C'est un hasard qui vous a servi, desservi, Fallois a ensuite repris complètement le livre. C'est très difficile de savoir ce qui a servi ou pas. Je sais que peu avant le décès de Dimitrievitch, je sais que Bernard de Fallois n'était pas très enclin à faire paraître mon roman Les derniers jours de nos pères. Il y a un côté cadeau à un mort, enfin honneur à un mort. J'ai l'impression que Bernard de Fallois avait envie de saluer, honorer la mémoire de son ami Dimitrievitch en me prenant sous son aile.
Mais peut-être que si Dmitrievitch avait été là, il aurait su le convaincre aussi. Donc c'est très difficile. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la présence de Dmitrievitch est là avec ce livre aussi, parce que je lui en avais parlé quand je commençais à l'écrire. Et on en avait parlé ensemble. Les prix, énormément de prix. Alors évidemment, l'Académie française, mais pas seulement. Des prix récents encore, je crois maintenant au Québec, vous en revenez. C'est la sélection finale du prix des libraires. Tous les honneurs, pas le Goncourt. Non. Alors là aussi, vous êtes un peu démago, parce que vous dites... Je ne suis pas déçu, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Évidemment, vous étiez déçu. Mais oui et non. C'est-à-dire que le Goncourt, c'est une pression qui est très grande quand le 5e tour, c'est-à-dire le tour final, se joue. Et vous attendez un coup de fil qui va vous dire oui ou non. Et comment vous recevez la nouvelle? Comment c'est? Eh bien, évidemment, il y a 3 coups de fil avant où c'est quelqu'un qui appelle pour savoir si le livre est là ou pas, ou pour savoir s'il peut venir livrer un colis. Donc Bernard Defallois répond allô, etc. Il dit mais non, c'est pas maintenant, c'est pas nous, etc. Et finalement, la nouvelle, je la prends par un tweet. Et je sais que c'est Ferrari. Et la déception est très brève. Est très brève parce que immédiatement, au fond, je me rends compte de ce que ça représente pour moi de ne pas avoir ce prix. Ça représente le fait que je suis intouchable par rapport à toutes les critiques. On pourrait dire mais pourquoi lui, pourquoi ce prix-là? Le fait aussi que je suis peut-être un peu jeune et que ça me laisse une marge de manœuvre. Voilà, les 2 autres prix sont des prix qui n'arrivent qu'une fois par vie. Je crois que c'est bien d'avoir aussi quelque chose à attendre. Le roman, avant, c'était Les derniers jours de nos pères, un monde très différent, Churchill, la guerre. Là aussi, quand je disais votre inspiration qui n'est pas vraiment bohème, pas vraiment littérature maudite, il y a quelque chose d'assez guerrier dans cette inspiration-là. Oui, c'est vrai. Mais guerrier, c'est un bon mot. C'est un bon mot qui est le combat, au fond. Le combat de jeunes gens. Alors, dans le premier livre, effectivement, ce sont des jeunes gens qui vont se battre. Ils ne savent pas très bien pourquoi ils se battent, mais ils savent au fond que c'est un idéal. Ils ont un idéal qu'ils défendent et ils savent que si ce n'est pas eux qui le font, personne d'autre ne le fera. Dans le 2e livre, c'est Marcus qui, lui, c'est moins homme, mais se bat pour sa propre vie, au fond, pour le sens de sa vie à lui. Et c'est vrai qu'il y a un côté combat qui est peut-être ma vision de la vie, qui est une lutte, surtout pour nous les plus jeunes. J'ai l'impression qu'on est une génération en lutte pour trouver sa place, pour trouver ses marques, pour avoir le droit d'être là. Plus qu'avant? J'ai l'impression, quand on voit que des gens vont à l'université, dont moi, et que sur les bancs de l'université, on nous dit oui, mais il n'y aura pas de travail pour tous, on se dit mais alors qu'est-ce qu'on fait là? Et il y a alors, j'étais pas là avant, mais j'ai l'impression qu'on nous martèle beaucoup de choses. Les amis d'avant, ceux qui sont devenus avocats, qui n'ont pas fait le même choix, ils vous revoient, ils se disent quoi? Ils sont jaloux, évidemment. Ben, j'en sais rien, non, je crois pas. Mais je crois pas, parce que chacun son travail, chacun sa place. Et je sais qu'eux sont très heureux d'être avocats. Je sais qu'ils ont trouvé leur place, mais parce que c'était aussi des gens qui, quand je les voyais, qui m'ont inspiré pour mon propre rôle. C'est-à-dire que quand je les voyais travailleurs, acharnés, contents, fiers de ce qu'ils faisaient, ayant envie d'eux, je me suis dit, t'es pas du tout ça. Donc c'est pas ça que tu dois faire. Trouve ce pourquoi tu serais comme eux, ayant envie prêt à travailler dur. Et ça a été aussi, pour moi, une source très inspirante, disons, de voir ces gens qui savaient ce qu'ils avaient envie de faire et qui faisaient tout pour. En tout cas, vos choix, ce côté guerrier, c'est votre histoire familiale aussi, on l'a souvent rappelé. Dicker, une très grande famille de combattants politiques. Oui. Vous aviez un ancêtre qui se baladait avec Lénine dans les rues de Genève, c'est pas mal comme branche. Et qui s'est battu, c'est vrai, qui s'est battu contre le fascisme, qui a été une des figures antifascistes des années 30 à Genève, et qui s'est battu pour sa vie, parce qu'il il a été enfermé en Sibérie par le tsar, avant de fuir, de venir à Genève. Donc ça a été une vie de combat, aussi du côté de ma mère, où ses parents, ses grands-parents ont fui la révolution russe, ont fui en France, et ensuite ont dû fuir en 1942 la France pour venir se réfugier en Suisse. Donc il y a effectivement ce côté combat, au fond, combat contre la vie. Vous êtes juif, est-ce que ça compte, ça aussi? L'idée, on le dit souvent, d'une communauté minoritaire qui a été beaucoup victime et qui s'est aussi beaucoup battue, qui a été aussi très offensive, ça compte, ça? Non, ça je crois pas. Non, je crois que dans l'histoire, ce qui compte, c'est le fait que mon grand-père ait fui la Russie, soit venu en Suisse sans rien et se soit étouffé pour essayer de vivre en Suisse et d'être là. Et au fond, c'est ça, c'est une question de gêne, c'est pas une question c'est une question de sang, dans ce sens-là. Ce que les autres ont fait. Et moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui me touche le plus par rapport à mes ancêtres, c'est au fond ce qu'ils ont accompli, pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont accompli pour les autres et pour eux-mêmes. Votre histoire passe par les États-Unis. Alors, c'est évidemment une grande partie du livre, la vérité, mais c'est une grande partie de vous. Vous êtes un peu américain.
C'est-à-dire que j'ai une branche de ma famille qui a immigré aux États-Unis au moment où une autre partie partait de Russie pour la France. Une branche de cousins sont partis aux États-Unis. Et on leur a rendu visite, probablement par hasard, avec mes parents et mes frères et sœurs quand j'avais 4 ans. Ils avaient une maison de vacances dans le Maine et il y a eu comme ça un espèce de coup de foudre pour eux, pour ce lieu. Et un plaisir d'être ensemble qui était tellement fort qu'il s'est répété année après année, qui fait qu'il y a eu comme ça une connaissance des États-Unis où je vais quasiment une fois par an depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc il y a un lien qui est fort. Fascination de l'espace américain. Hein, quand vous allez à Yellowstone, ouais. je crois, ou dans le Maine, il y a de la place, il y a de l'ambition. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant d'arriver dans un pays où on peut rouler au fond pendant des heures, et toujours dans le même endroit, dans le même état, dans la même région. Ça vous a plu, ça, hein? Ça m'a marqué, oui. Les États-Unis sont un pays qui me fascine. Ça veut dire, dans les bons côtés, dans les mauvais côtés, il y a un intérêt, essayer de comprendre. Probablement dû au fait que j'ai grandi en Europe, évidemment, mais du fait que je sois allé chaque année aux États-Unis, j'ai grandi un peu là-bas aussi. Et je me suis posé des tas de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui me déplaît? Le fonctionnement des États-Unis, le fait que les États-Unis ne sont pas un État de droit, par exemple. Ça, c'est une évidence. Le fait qu'ils condamnent à mort, ça fait partie de ça aussi. Il y a un espèce de paradoxe américain très important qui s'est vu pendant les élections en 2008, et c'est pour ça que j'en parle dans le livre. John McCain représentait une Amérique qui s'enfonçait sur elle-même, au fond, qui était en train de mourir. Cette Amérique qui s'enferme, très identitaire, très protectionniste. Barack Obama était, lui, le garant que l'Amérique était capable de s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Et l'Amérique a besoin de réformes très importantes qu'elle est incapable de faire aujourd'hui. Et pour moi, son salut, c'est mon avis, son salut dépend de sa capacité maintenant à les faire ou pas. Les traductions en territoire américain, les films en territoire américain, évidemment pour vous, ce sera quelque chose de très impressionnant. On en est où de ce point de vue-là? Traduction aux États-Unis, pas encore. Il n'y a pas de droits qui ont été achetés pour les États-Unis. Pourquoi pas encore? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas signé. Je ne sais pas. Vous savez, ça c'est moi je m'occupe pas de ça. C'est Bernard de Fallois, mais apparemment les Américains n'ont pas été assez intéressés pour le moment. Et puis le film, je ne sais pas. Il y a de l'intérêt aux États-Unis, il y a de l'intérêt en France. Pour moi, ce qui compte, c'est le décor du film. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre pour le décor. Et les réalisateurs français qui m'ont contacté et qui m'ont dit « oui, mais on le ferait en France parce que c'est moins cher », ça, c'est la seule fois où je dis « non, mais là, je ne peux pas parce que je ne veux pas que ce film se passe en France. Je veux qu'il se passe sur cette côte-là ». C'est la seule exigence que j'ai. Vous savez très bien ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si on peut voir le livre, mais jusqu'à la couverture du livre, alors souvent, c'est les commerciaux qui s'en occupent. Vous, non, hein, c'est vous qui avez donné aussi votre grain de sel. Sur l'image de couverture, vous vouliez que ce soit ça. Oui, c'est-à-dire qu'on avait une proposition de 5 maquettes faites par un maquettiste très bon qui représentait une plage, des mouettes, des éléments liés au livre, mais ce n'était pas l'esprit du livre. Et on avait, en même temps que ça, on était en train de rédiger le 4e de couverture, et ce n'était pas évident de résumer ce livre en quelques phrases. Du coup, il m'a semblé qu'il était important d'avoir une image qui puisse donner une idée de l'atmosphère du livre. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi Edward Dopper? Parce qu'il représente bien cette Amérique que je raconte dans le livre, parce que c'est un peintre que j'aime énormément, que j'avais vu une exposition à Madrid quelques semaines auparavant de faire ce choix, et que cette couverture-là me paraissait la plus proche de l'histoire que je racontais dans ce livre. Votre vie aujourd'hui, alors le succès, on a vu comment il s'était marqué, Alain Berset, le conseiller fédéral, qui vous appelle, qui vous dit quoi? Bravo. Et c'est très impressionnant. Ça, je me dis, mais c'est complètement fou. Et vous lui répondez quoi? Merci, monsieur. Mais là, c'est vraiment ce genre de moment où je me dis, c'est complètement fou. Alain Berset au téléphone. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Alors, il y a des mots fameux, je crois que c'est Drieux qui disait c'était pour gagner de l'argent et pour avoir des femmes. Vous, c'est quoi? Pourquoi écrire? C'est ma passion. Ça peut paraître bête, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce que je fais de mieux. Et ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir écrire et de pouvoir voir que ça marche. On verra après coup. Mais pourquoi écrire? Voilà, pour le plaisir aussi de partager. Je dois dire que ce qui me touche le plus, vous avez parlé des prix, etc., des critiques, mais ce qui me touche le plus, c'est les gens qui m'écrivent et qui me disent « j'ai lu votre livre, ça m'a donné envie de lire d'autres livres » ou « j'ai lu votre livre, moi qui lisais jamais, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres ». Qui est très bon dans ce que vous lisez aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, Houellebecq? Houellebecq est très bon. Ouais. Houellebecq est très bon. Mais vous savez, ce qui est difficile... Attendez, il faut répondre précisément. Alors, Houellebecq, Marc Lévy. Marc Lévy, alors vous posez une question qui est difficile. Je vois où vous voulez en venir. Mais Marc Lévy, vous comprenez, est quelqu'un qui arrive comme à faire lire 1,5 million de personnes par année. Et ça, c'est un chiffre absolument incroyable. Et pour voir, en tout cas, du modeste exemple que j'ai pu voir avec mon livre aujourd'hui, qui a été lu, ou en tout cas par 600 000 personnes,
de voir ce que c'est que de vendre depuis 10 ou 15 ans, je ne sais pas combien de temps, mais année après année, 1,5 million de livres, ça veut quand même dire qu'il a un don dans l'écriture, dans ce qu'il fait. Après, la seule réserve qu'on peut avoir, c'est de savoir si les lecteurs de Marc Lévy lisent d'autres livres que les siens. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'un livre soit non pas un livre unique, mais soit le révélateur d'autres livres. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand les gens me disent, grâce à vous, j'ai envie de lire d'autres livres, d'autres auteurs, les auteurs dont vous parlez, j'ai lu Gary, j'ai lu ci, j'ai lu ça. Et ça, au fond, c'est le plus important, parce qu'on n'est qu'un élément dans la chaîne du livre. Vous citez Romain Gary, Oui. C'est un des auteurs qui a compté pour vous. Vous avez baigné dans les livres quand vous étiez gamin, librairie. Mère libraire, père prof de français. Baigné dans les livres dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des livres partout. Des livres que j'ai pris, que j'ai pas lus, mais que j'ai pris, que j'ai ouvert, que j'ai tourné, etc. Donc un rapport au livre, au fond, très simple. Un livre, c'est un objet. Alors c'est très fort, parce que c'est beaucoup plus que ça quand on l'ouvre et quand on le lit. Et puis au fond, un livre, c'est un objet de passage qu'on vend, qu'on ne vend pas, qui est un objet commercial comme d'autres. Et c'est important aussi de le voir comme ça. C'est important d'avoir le droit de lire un livre, de ne pas l'aimer, de le fermer. Votre livre, physiquement, alors d'abord, c'est un bon pavé. Je crois que c'était le livre de Sartre qui pesait 1 kilo pile, ça marchait pour les maraîchers. Vous ne savez pas combien ça pèse, vous êtes posé 800 grammes, je crois. vous savez, oui. Oui, parce que ça a été aussi l'objet de tas de discussions, de savoir si c'était pas trop lourd, du papier plus comme ça, c'était très, très amusant. C'est très impressionnant quand on va dans les gares, même dans les pays étrangers, puisque maintenant ils se diffusent partout, vous avez les piles, ça commence à arriver dans les bacs des bouquinistes, parce que ça se revend, etc. Quel sentiment vous avez en voyant ça vous-même? C'est très étrange. C'est très étrange, et le plus étrange, c'est quand je tombe sur mon propre livre. Et ça me gêne presque, parce que je me dis, j'espère que personne n'a vu que j'avais vu qu'il y avait mon livre. mais c'est vraiment étrange. Et ça vous est arrivé, j'imagine, dans le train, à côté de quelqu'un qui lit Ludicaire? Ça m'est arrivé de m'endormir dans le train, de me réveiller avec une dame qui me montrait le livre et qui me dit, c'est vous, hein. Mon Dieu, oui, c'est moi. Mais c'est très impressionnant, surtout que mon premier livre est paru au mois de janvier, donc il y a à peine 1 an, et que ce livre n'a pas connu la même vie. Et que tout d'un coup, de voir un autre livre, 6 mois après, qui est partout, qui existe vraiment, enfin, qui existe de façon tellement forte, il y a quelque chose de très impressionnant. La dédicace, on vous en demande des centaines. Vous les soignez, c'est assez étonnant de voir ça. Il y a ceux qui écrivent n'importe quoi, ou qui glissent leur carte de visite aux jolies filles. Non, vous les soignez, vous écrivez vraiment autant que possible quelque chose qui a un sens. Ah oui, c'est tellement important. Parce qu'il y a quand même des gens, et je me dis, c'est quand même fou, des gens qui viennent faire la queue pour que je signe un livre. Il y a quelque chose de fou. Et j'ai aussi, on parlait de ce premier livre, mais j'ai aussi vu ce que c'était que faire le pied de grue pendant 1 heure, 2 heures, et attendre que quelqu'un vienne acheter, signer votre livre et personne ne vient. Ce qui n'est pas très grave. Mais quand je vois que des gens font la queue pour ça, c'est incroyable. J'ai un tel respect, et c'est vrai, pour ces gens qui viennent attendre. Et ce dont je souffre, c'est quand il y a vraiment trop de monde, et c'est arrivé dans les périodes de fête, et où je sens qu'il faut aller vite, et où des fois j'ai l'impression de bâcler un peu. Et j'ai l'impression, quand je bâcle, de manquer de respect à ceux qui sont venus ici. Votre dédicace à vous, c'est à mes parents. C'est à eux que vous devez vraiment... Ah oui, c'est à eux que je dois la vie, déjà. Et que je dois aussi d'être où j'en suis, parce que vous parlez des choix qu'on fait. Mais j'ai quand même été très encouragé par mes parents dans les choix, dans le devoir de faire des choix qui sont des choix importants pour moi. Et c'était le plus important. Que la vie, au fond, c'est être heureux. Et j'ai des parents qui sont très heureux du travail qu'ils font, qui se lèvent le matin fiers, contents. Et je me suis dit, ça c'est important, au fond. Le plus important dans la vie, c'est pouvoir être heureux, aimer, être aimé et être fier de ce qu'on fait. Joël Dicker, vous avez 27 ans, vous aurez 28 ans là en juin. Tout va bien. Vous avez des angoisses quand même, rassurez-nous. J'ai des angoisses, évidemment. Quand est-ce que vous êtes vraiment bien angoissé? J'ai des angoisses. Je pense que j'ai des angoisses de mort. Ça, c'est les plus fortes. C'est-à-dire que je réalise, quand je vieillis, je réalise que je mourrai. Et c'est-à-dire que la mort signifie que je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Je ne pourrais pas être pilote de F1, je ne pourrais pas être, peut-être pas musicien. Il y a des tas de choses que j'aimerais faire. Et au fond, je me rends compte que la vie n'existera qu'une fois. Et ça peut paraître très bête, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à accepter. Vous avez un bracelet avec une bille violette? Oui, cadeau qu'on m'a fait. C'est contre le mauvais œil. Vous êtes superstitieux? Pas du tout, non, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et je le porte comme ça. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.